ils ont conduit la France au désastre. Et pourtant, les médias du système pointent du doigt non pas cette élite toxique au pouvoir, mais le danger des extrêmes, comme ils disent. Sur TV Liberté, nous ne recevons de consignes de personne et nous n'en donnons à personne. Sur TV Liberté, nous vous livrons les clés. Mais pour vivre, TV Liberté doit compter sur votre soutien financier. Vous êtes la seule garantie de notre survie, alors je compte sur vous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Christian Gérondeau. Bonjour monsieur. Bonjour. Christian Gérondeau, ingénieur polytechnicien. Vous travaillez sur les questions environnementales depuis plus de 10 ans. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet, les 12 mensonges du GIEC, la religion écologiste, le climat par les chiffres, et voici le dernier, climat, tout ça pour ça, avec un avant-propos de quelqu'un de très important dans le domaine, puisqu'il s'agit de Henri Proglio, ancien PDG d'EDF. Alors, Christian Gérondeau, le Premier ministre Gabriel Attal l'a annoncé, on va allouer 40 milliards d'euros en 2024 pour la transition écologique. Pourquoi vous dites que ces dépenses pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre n'auront aucune incidence sur le climat ? À vrai dire, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'organisme qui s'appelle le GIEC. Non. Mais si, il suffit de lire ces rapports. Et le GIEC nous explique que pour 1000 milliards de tonnes de plus de CO2, la température va augmenter, soyons précis, de 0,45 degrés, moins d'un demi-degré. Et alors, à ce moment-là, vous regardez ce que nous, et quand je dis nous, c'est pas la France, c'est l'Union européenne, nous émettons. Et puis vous regardez, vous dites, bon, on arrête nos émissions tout de suite. Qu'est-ce que ça va changer à la fin du siècle sur la température du globe? Et on s'aperçoit à ce moment-là que ça ne changera rien du tout, et plus exactement moins d'un dixième de degré. Parce que ce que nous émettons, c'est extrêmement peu de choses par rapport à la masse du CO2 qui existe déjà. Je vous donne simplement un chiffre. Il y a à l'heure actuelle, 3000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Nous, la France, ce qu'on émet, c'est beaucoup moins d'1 milliard. Donc, en réalité, augmenter un tout petit peu la masse du CO2 atmosphérique, ça ne change rien. Et ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, ce sont les chiffres du GIEC, mais jamais le GIEC ne le dit, et probablement y a-t-il peu de gens qui lisent les rapports du GIEC. Et vous dites une chose qui est absolument inadmissible pour tout un tas de rails, le climat a toujours changé et l'homme n'y est pour rien. Bah, écoutez, le climat a toujours changé, on le sait. Il y a eu des époques glaciaires, des époques interglaciaires. Nous vivons dans une époque interglaciaire. Et même dans cette époque interglaciaire, qui a commencé il y a 10 000 ans à peu près, il y a eu des hauts et des bas. Et il y a eu, par exemple, au Moyen-Âge, ce qu'on a appelé l'optimum médiéval, vers l'an 1000, une période où la France était très prospère. C'est grâce à ça qu'on a pu construire nos cathédrales. Et puis, à la suite de cet optimum, vers l'an 1000, il y a eu, vers le XVe siècle et jusqu'au XIXe siècle, une période que les spécialistes appellent le petit âge glaciaire. La Seine était gelée tous les ans du temps de Louis XIV, mais pas seulement la Seine, la mer était gelée. Et il y avait des famines épouvantables parce qu'il y avait des années sans récolte. Une seule année à la fin du règne de Louis XIV, il y a eu plus d'1 million de morts en France. Morts de faim et de froid. C'était une période épouvantable. Et depuis 1850, la planète se réchauffe. Donc vous voyez bien, ce sont des cycles, parce que à l'époque médiévale, il n'y avait pas beaucoup de voitures diesel, donc on ne pouvait pas dire que c'était l'homme. Donc il y a toujours eu des cycles, et nous avons la chance de vivre dans une période qui se réchauffe, probablement
cette période de réchauffement s'arrêtera-t-elle? Est-ce que ce sera dans 10 ans, dans 50 ans ou dans 100 ans? Mais ce sont des cycles. Et donc, c'est là un constat. Ce n'est pas du tout une opinion personnelle. Mais ce n'est pas négatif pour nous autres humains, ce réchauffement auquel on assiste aujourd'hui? Nous avons un réchauffement qui est de l'ordre de 1 degré depuis le milieu du 19e siècle. Ce n'est pas négatif, c'est très positif, parce que nous avons... Qu'en est-il de l'agriculture, de la production en la matière? La production agricole n'a jamais été aussi élevée. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ignore. Il y a une quarantaine d'années, tout le monde disait, oh là là, la population humaine est en train d'augmenter très vite, on va à la catastrophe, on ne pourra pas les nourrir. Et on avait parlé de l'Inde, notamment. Et à l'époque, l'Inde avait 300-400 millions d'habitants. Et on se disait, mais c'est pas possible, ils vont mourir de faim. Aujourd'hui, l'Inde a 1,4 milliard d'habitants. C'est le pays le plus peuplé de la planète. L'Inde a dépassé la Chine. Et ce pays est devenu un des premiers exportateurs de blé et de maïs et de riz. C'est absolument incroyable parce qu'on a fait des progrès énormes grâce à de nouvelles races de semences, grâce à de nouveaux engrais. Et donc, le résultat est positif. Et on ne va pas du tout à la catastrophe. Et dans les pays un peu froids comme le nôtre, allez demander aux Canadiens, il ne fait pas très chaud au Canada, mais le fait qu'il y ait 1 ou 2 degrés de plus, ils ne sont pas contre. Donc, il n'y a pas de catastrophe prévisible. Il y a simplement des phénomènes qui ont toujours existé. Et je terminerai là-dessus. Le Groenland, qu'est-ce que ça veut dire Groenland? Ça veut dire Greenland, parce que les Vikings qui ont débarqué au Groenland aux alentours de l'an 1000 ont trouvé un pays vert. Ils l'ont appelé Greenland. Ça prouve bien qu'il faisait chaud à cette époque-là et que la Terre n'en a pas souffert, au contraire. Alors, à côté de ces 40 milliards en 2024 pour la transition écologique, le gouvernement n'a alloué que 400 millions d'euros pour les agriculteurs après leur mobilisation, on s'en souvient, en début d'année. Comment vous expliquez cet écart, 40 milliards contre 400 millions pour ceux qui nous font manger tous les jours? Parce qu'on est devenus fous. Depuis 30 ans, depuis un congrès qui s'est tenu à Rio de Janeiro, où il y avait tous les chefs d'État, congrès organisé par les Nations Unies, nous vivons sur un sophisme, sur une idée complètement fausse. C'est nous allons à la catastrophe, c'est dû aux émissions de CO2, il faut donc réduire les émissions de CO2 si on veut éviter la catastrophe. Ça a l'air très logique, mais c'est pas logique, c'est un sophisme. Parce qu'en réalité, est-ce qu'on peut réduire les émissions de CO2 ? Et c'est là où est la racine de l'erreur. Qu'est-ce qui émet le plus de CO2 aujourd'hui? Autrefois, c'était les pays développés. C'était nous, c'était l'Amérique, c'était l'Europe. C'est fini, ça. Les émissions aujourd'hui, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Afrique. Et on peut toujours demander au président, au Premier ministre de l'Inde de supprimer ces émissions de CO2. Il a transmis ses prévisions officielles. Je parle de l'Inde. Narendra Modi. Narendra Modi qui vient de se faire réélire difficilement, mais il a été réélu. Un horrible nationaliste. Ah ben, peut-être en plus, mais là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, il y a 2 ans, d'ouvrir 108 mines de charbon. 108, plus de 100. Et sur ces mines de charbon, il va construire des centrales à charbon, évidemment. Pour faire quoi? Pour donner l'électricité aux 300 millions d'Indiens qui n'en ont pratiquement pas. Et quel est le résultat du fait qu'il y a 300 millions d'Indiens qui n'ont pas accès à l'électricité et à l'énergie? C'est qu'il y a 1 million d'enfants et de jeunes Indiens qui meurent chaque année parce qu'ils vivent dans la misère, parce qu'ils n'ont pas accès aux bienfaits du développement que nous connaissons. Et donc vous allez expliquer à M. Narendra Modi qu'il faut qu'il arrête d'émettre du CO2. Ben, il dira, moi, il le dit, à ses déclarants officiels, il dit, moi je pense aux enfants de l'Inde. Justement, qu'est-ce qu'il adviendrait à ces enfants déjà là ou à naître si l'Inde se mettait du jour au lendemain à appliquer strictement les règles du GIEC? Oui, mais la question ne se présente pas comme ça. La question, c'est que le Premier ministre de l'Inde ne veut plus
qu'il y a 1 million d'enfants qui meurent prématurément. Et donc, pour que ces enfants ne meurent pas prématurément, il faut qu'ils aient de l'électricité, qu'ils aient d'autres formes d'énergie, du gaz naturel. Et à ce moment-là, ils ne mourront plus. La comparaison avec la Chine, sur ce plan, était extraordinaire, parce qu'ils ont à peu près la même population. Et la Chine, il y a 20 ou 30 ans, avait la même chose. Même peut-être c'était plutôt 2 millions d'enfants, des jeunes Chinois, qui mouraient dans la misère. Et c'est fini, parce que la Chine a construit des centrales à charbon par centaines, que maintenant tous les Chinois ont l'électricité, la plupart ont d'ailleurs maintenant une voiture, et l'Inde se dit, mais ce qu'a fait la Chine, moi je veux le faire aussi, je veux plus que mes enfants meurent. Et les Africains, pareil. Au total mondial, c'est 6 millions d'enfants qui meurent chaque année, qui ne seraient pas morts s'ils étaient nés dans un pays développé. Donc vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez à l'Inde, à la Chine et aux pays africains, tant qu'ils auront accès au pétrole, au gaz ou au charbon, ils les utiliseront et donc ils émettront du CO2. Donc on vit, je parle de nous, les pays développés, et particulièrement l'Europe, on vit sur une idée fausse. On nous dit qu'il est nécessaire de supprimer les émissions de CO2, c'est dans tous les rapports. C'est peut-être nécessaire, mais ce n'est pas possible, puisque ça ne dépend pas de nous. Et c'est là où on retrouve le titre de mon livre, Climat, tout ça pour rien. Parce que du coup, ce que nous faisons, y compris les 40 milliards que nous dépensons, soi-disant, pour la transition écologique, ça ne sert à rien, puisque ça ne dépend pas de nous, ça dépend du reste de la planète, et en particulier des pays en développement. Alors, les pouvoirs publics nous expliquent que nos besoins en électricité vont augmenter dans les années à venir. Pourquoi vous prétendez l'inverse ? C'est très simple, parce qu'aujourd'hui, l'électricité, c'est, mettons 25% de nos besoins en énergie. Le reste, c'est du pétrole, du gaz naturel, un petit peu de charbon, et donc, c'est essentiellement les énergies fossiles. Eh bien, il se trouve que l'électricité que nous produisons, quand on regarde l'évolution au cours des dernières années, la consommation électrique en France et en Europe diminue. Pourquoi ? Parce que, regardez, nous sommes dans un beau studio, les ampoules qui sont là sont probablement les ampoules LED, elles consomment 10 fois moins que les ampoules anciennes. Et puis, la SNCF vient de commander de nouvelles rames de TGV, elles vont consommer 30% d'électricité de moins que les rames anciennes. Partout, on fait des progrès, donc la consommation d'électricité diminue. Mais on a imaginé qu'on allait remplacer le pétrole, le charbon, le gaz naturel par de l'électricité partout. Alors il y a un exemple qui est très simple, c'est la voiture électrique. Alors la voiture électrique, les règlements européens nous disent qu'en 2035, on ne pourra vendre que des voitures électriques et que les autres sont interdites à la vente. Sauf que, à la fois d'ailleurs, je dois dire aussi les constructeurs et les gouvernements ont oublié quelque chose. C'est que celui qui décide, c'est pas le gouvernement, c'est pas les constructeurs, c'est l'acheteur. Le consommateur, oui. Eh oui, c'est l'acheteur. Et que les acheteurs ne veulent pas de voiture électrique. Pourquoi voulez-vous acheter quelque chose qui est plus lourd, qui est beaucoup plus cher, et qui peut vous laisser tomber en panne, avec lequel... Un tout petit détail, bien entendu, il faudrait abaisser la vitesse sur les autoroutes parce que vous consommez beaucoup moins d'électricité à 100 km/h qu'à 130 km/h. La vitesse à 130 km/h, ce serait terminé. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Et les constructeurs se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont obligés maintenant de changer complètement leur plan parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Et il y a d'autant moins d'acheteurs que les Allemands, en décembre, il y a 6 mois, viennent de supprimer les subventions aux voitures électriques. Et nous, on sera forcés de faire pareil. Et qu'est-ce qui s'est passé alors à la consommation ? Les commandes de voitures électriques se sont effondrées. Vous aviez 4, 5, 6 000 euros de subventions, de bonus, quand vous achetez une voiture électrique. Donc que font les constructeurs maintenant ? Ils arrêtent les constructeurs sont en train de revoir complètement leur plan et de se dire, après tout, et donc... Par exemple, Fiat avait prévu une petite voiture, la Fiat 500, uniquement électrique. Et puis ils se sont rendus compte que les acheteurs, il y en avait beaucoup moins. Ils sont en train de remettre sur le chantier une voiture Fiat 500 à moteur, essentiellement à essence. Parce que là, ils auront des acheteurs. Donc, tout ça, c'est simplement pour montrer
cette emprise incroyable sur les esprits qui remonte à une trentaine d'années et qui repose sur l'idée qu'on va à la catastrophe, donc il faut absolument éviter les émissions de CO2. La trentaine d'années, ça remonte au sommet de Rio, en 1992. Exactement, ça fait 32 ans, dans quelques jours. 1992, tous les chefs d'État étaient là, et les Nations Unies, qui avaient été pris et qui sont toujours pris en main par les ONG écolos. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, les directeurs des grands départements des Nations Unies sont des anciens de Greenpeace, de l'Union pour la conservation de la nature. Enfin, ce sont des écolos acharnés et qui trompent le monde entier en faisant croire qu'on peut se passer des énergies fossiles, ce qui est complètement faux. Et donc, nous dépensons en France, et encore, il y aura beaucoup d'autres dépenses, mais officiellement, chiffre du Premier ministre, 40 milliards dans notre budget pour la transition écologique, entre guillemets, alors que ça sert absolument à rien et qu'on a besoin d'équilibrer notre budget par ailleurs. On cherche 10 milliards qu'on ne trouve pas et on sait qu'on en a 40 qui servent absolument à rien. Alors on pourrait peut-être chercher les 10 milliards, d'abord commencer par les prendre dans les 40. Et alors si nous n'avons pas besoin d'électricité dans les années à venir, alors que le gouvernement prétend l'inverse, qu'est-ce qu'on va faire de ce projet de construction de petits réacteurs modulaires dont le président de la République avait parlé il y a quelques mois? Oui, il a parlé des petits, mais il a aussi parlé des gros, parce que le président de la République a dit qu'on allait mettre en chantier 8 gros réacteurs du type de celui de Flamanville. Il faut savoir que c'est toujours pas prêt, d'ailleurs. Pardon ? Il n'est toujours pas prêt, Flamanville. Oui, bon, il finira peut-être un jour par fonctionner. Mais vous savez, c'est étrange, parce que moi, je suis un ancien, donc j'ai connu, mon début de carrière, l'époque où la France construisait 6 réacteurs de la taille à peu près de celui de Flamanville chaque année. Oui, mais enfin maintenant, on a considérablement réduit le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le nucléaire parce qu'on nous a dit que cette filière, elle était foutue. Je suis entièrement d'accord, mais il faut savoir que chaque réacteur, chacun des 8 réacteurs que promet le président de la République, qui ne fait que suivre d'ailleurs les rapports de ses services, bien sûr, il ne l'invente pas, et chacun d'entre eux coûte 10, 12... Flamanville, on en est à 17 milliards. Bon, alors faites une multiplication, vous voyez, et comme nous n'en avons pas besoin, parce que la consommation n'augmente pas, et que nous avons 57 réacteurs en service, hérités de nos prédécesseurs, il suffit de les entretenir et de les rénover. Alors vous en rénovez un, c'est probablement 1 milliard d'euros. C'est quand même beaucoup moins que construire un nouveau réacteur qui va coûter 15 milliards. Donc il suffit d'entretenir nos réacteurs existants et avec peu d'argent, on les maintiendra à flot. Et on aura à ce moment-là la possibilité de faire baisser le prix de l'électricité. Et on fait exactement le contraire, on construit de nouveaux réacteurs et puis on construit des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, là, à ne savoir qu'en faire, alors que nous n'en avons aucun besoin parce que la France, et ça aussi c'est quelque chose qu'on connaît mal, est le premier exportateur mondial d'électricité pratiquement tous les ans. Nous avons, grâce à nos 57 réacteurs hérités de nos prédécesseurs, un gros potentiel d'exportation qui peut rapporter de l'argent. Donc on a absolument besoin ni des réacteurs nouveaux, qu'ils soient gros ou petits, ni des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Nous sommes excédentaires et ce que nous dépensons ne servira à rien, sauf à une seule chose, c'est que si on continue, le prix de l'électricité va doubler. Alors que si on arrêtait ces projets, on pourrait le diminuer par 2. C'est ce que j'explique dans ce livre. Et je ne suis pas le seul, puisque vous avez rappelé qui avait préfacé ce livre. Alors, il y a un mot qui n'apparaît pas dans votre ouvrage, Christian Gérondeau, c'est celui de lobby. Alors, vous dites que l'écologisme est une forme de religion, et le dieu de cette religion, c'est pas un peu le dieu des gros sous? Oui et non, mais c'est pas en premier le dieu des gros sous. En premier... Et de la corruption? Non, pas du tout. En premier, ce sont des gens qui sont intrinsèquement persuadés que l'homme est mauvais et que ce que fait l'homme ne peut être que mauvais. Et là, il y a une preuve extraordinaire. L'homme utilise des énergies fossiles, il émet du CO2, donc le CO2 ne peut être que mauvais. Et c'est ça la difficulté pour des gens
ne partagent pas ce point de vue, c'est que là, on se trouve sur un terrain de religion. De croyance. Oui. De croyance. Et regardez, puisqu'on parle de religion, la similitude. La religion chrétienne, avant c'était le paradis, l'homme est arrivé, il a péché, donc il faut qu'il se repente, sinon il va en enfer. C'est exactement la même chose. Avant l'arrivée de l'homme, la terre était un paradis. Bon, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Et puis ensuite, l'homme émet du CO2, donc il faut qu'il se repente et qu'il arrête, sinon la terre va brûler. C'est exactement le même déroulement, le même cheminement de pensée. Et c'est la force de ces gens-là qui maintenant se sont bien organisés, qui ont le pouvoir, comme je le rappelais aux Nations Unies, ils ont une conviction intime extraordinairement forte, ce sont des apôtres d'une véritable religion. Alors ensuite, il y a des lobbies, bien entendu, qui ont vu l'intérêt de faire soit des panneaux photovoltaïques, soit des éoliennes, soit autre chose. Il y a des groupes de pression, ça c'est évident, on les connaît. Mais au départ, c'est pas ça. Si c'était simplement des groupes de pression, ce serait facile. Non, au départ, ce sont un noyau de gens, mais peut-être 1% de la population, mais c'est beaucoup de monde, qui sont persuadés que l'homme ne peut faire que des choses qui sont négatives, et notamment émettre du CO2. Et qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes qui constatent qu'été après été, on se tape des canicules épouvantables? C'est pas du tout lié au CO2, tout ça? Mais ces canicules épouvantables, encore une fois, on sait par des historiens, notamment quelqu'un qui vient de disparaître, qui s'appelle Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a regardé pendant tout le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a été une succession de périodes chaudes et de périodes froides. Et nous sommes, on revient au début de notre entretien, nous sommes actuellement dans une période qui se réchauffe. Personne ne va dire le contraire. De combien ? Alors, les chiffres officiels, les chiffres des Nations Unies, de l'organisme qui s'appelle le GIEC, nous dit que depuis le milieu du 19e siècle, la température a augmenté, moyenne, sur la Terre, de 1 degré, 1,1 degré. Je rappelle quand même qu'entre Lyon, plutôt on va prendre Lille et Marseille, il y a 5 degrés de différence. Bon, alors qu'il y a 1 degré de plus, je pense que peut-être que les Marseillais trouveront qu'il fait un peu trop chaud, mais les gens de Lille seront très contents d'avoir un peu moins froid, encore qu'il y ait de très belles journées à Lille. Mais donc, oui, il y a un cycle, oui, on est dans une période de réchauffement, mais ça a toujours été comme ça. Alors, vous évoquiez un petit peu tout à l'heure la production d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques. Le président Macron compte sur cette production pour son mix énergétique avec le nucléaire. Pourquoi dites-vous que cet assemblage nucléaire renouvelable est incompatible, ne fonctionne pas? C'est très facile à comprendre. Nous sommes, je le répète, le premier exportateur mondial d'électricité. Donc nous avons un parc nucléaire excédentaire. Supposons qu'il y ait un jour, le mardi, il n'y a pas de vent. Est-ce que, c'est déjà arrivé, hein, et puis ça arrivera encore, est-ce qu'on va manquer de courant? Est-ce qu'on a déjà manqué de courant? On n'a jamais manqué de courant. Est-ce qu'on va en manquer? Non, non, parce qu'on a nos réacteurs nucléaires. Donc le mardi, on se passe, s'il n'y a pas de vent, on n'a pas de vent, on n'a pas d'électricité produite par les éoliennes. Et le mercredi, le vent souffle. On a donc de l'électricité en plus qui arrive. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire? Puisque le mardi, on n'en a pas besoin. On ne peut pas stocker l'électricité. Et on ne peut pas le stocker. Alors il faut regarder ce qu'on fait. Ça dépasse l'entendement. On l'exporte à 90% vers les pays étrangers. Mais quand je dis on l'exporte, on la brade. Parce qu'évidemment, on la vend à un prix qui est 4 fois moins cher ou 5 fois moins cher que le prix qu'on paye aux gens qui ont installé les éoliennes. Ce qui explique que les tarifs de l'électricité augmentent. Il n'y a pas d'autre raison. Il faut bien les payer, ces gens-là. On a signé des contrats, on les paye. Et puis alors, il y a pire. Il y a des jours où le vent souffle aussi, je ne sais pas, en Allemagne, en Hollande. Donc, ils n'ont pas besoin de notre électricité. Donc, on a de l'électricité. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Puisque nous, on ne peut pas l'utiliser. Et nos voisins n'en ont pas besoin. Et vous savez ce qu'on en fait? Alors, c'est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas le croire. Eh bien, pour lui laisser la place, on freine nos réacteurs nucléaires. Pour utiliser l'électricité. Pour laisser la place à l'électricité qui est produite par des éoliennes. Verte, ouais. Donc, c'est totalement négatif du début à la fin, mais c'est le monde dans lequel nous vivons, qui est quand même un monde assez étrange. Alors, vous terminez quand même votre ouvrage sur une note d'optimisme. Vous dites que l'année 2024 sera celle du retour au bon sens.
Qu'est-ce qui vous permet de le croire, ça? Eh bien, écoutez, on a parlé de la voiture électrique. On voit que les ventes se tassent et que donc d'un seul coup, on est en train, je dirais que c'est presque la pierre d'achoppement, c'est l'élément le plus central de se rendre compte que ben non, les clients ne voudront pas de voiture électrique, donc que tout ce qu'on nous raconte depuis, au niveau de l'Union européenne ne tient pas debout. Voilà une première réalité. Et puis la deuxième, vous l'avez évoqué, c'est qu'aujourd'hui, nous consacrons, c'est le Premier ministre qui le dit, 40 milliards de notre budget national pour une transition écologique qu'on ne peut pas faire. Mais ces 40 milliards, si on continue, dans 4-5 ans, ce ne sera plus 40 milliards. Ce sera 80, ce sera 100 milliards. Parce que c'est sans fin. Il faut isoler les logements, il faut construire des réacteurs nucléaires, il faut avoir des voitures, enfin, etc. Mettre des bornes électriques partout. Enfin, on est dans je dirais, dans une noria sans fin. Et donc, on n'a pas l'argent pour ça. Et donc, c'est ça qui va nous ramener à la réalité. Les grands projets de l'Union européenne ne pourront pas être réalisés. Il n'y aura pas l'argent qu'il faut pour. On est dans une situation, on est face à un mur et qui va nous ramener à la raison. Et espérons-le quand même qu'on se rendra compte que nous avons depuis plus de 30 ans été induits en erreur par des gens qui n'ont aucune rationalité, qui n'avaient qu'une seule conviction, c'est que l'homme étant mauvais intrinsèquement, ce qu'il faisait ne pouvait être que mauvais, et donc que le CO2 était négatif, alors que c'est absolument pas prouvé. Je dirais même qu'on sait que les rendements agricoles augmentent d'autant plus qu'il y a du CO2 dans l'atmosphère. Donc le CO2, on en a fait un ennemi numéro 1, c'est plutôt un allié qu'un ennemi. Et vous n'êtes pas du tout tout seul à affirmer tout ce que vous venez de nous expliquer, puisque vous citez dans votre ouvrage cet organisme Cleantel, qui est un organisme regroupant des spécialistes en Hollande du climat. Il dit ceci, ça tient en une phrase: il n'y a pas d'urgence climatique. Et vous citez aussi ce prix Nobel de physique, John Clauser, qui qualifie le narratif du changement climatique de dangereuse corruption de la science qui menace l'économie mondiale. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, sinon un grand étonnement. On n'a jamais produit autant de gens qui ont fait des grandes études, qui sont des docteurs, des professeurs, des ingénieurs de haut niveau. Et on n'a jamais été dans une phase aussi stupéfiante de négation de la réalité. Alors qu'on nous invoquait la science à tout bout de champ pendant la crise du Covid, et maintenant la plupart de ceux qui vous parlent des scientifiques n'ont aucune notion scientifique. C'est simplement un argument qu'ils ont trouvé. Et on est revenu, c'est un peu triste, à l'époque de Galilée, au Moyen-Âge, où ceux qui osaient dire que c'était la Terre qui tournait et que c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre. Ça se terminait très mal pour eux. Ça se terminait très mal. Ils allaient au bûcher, mais on est une époque quand même sympathique. Il n'y a plus de bûcher, sinon je ne serais pas là. C'est la mort sociale. Climat, tout ça pour rien, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, monsieur.